Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une des plus grandes championnes de notre pays. Familière des gants de boxe depuis sa plus tendre enfance, elle a triomphé sur les rings du monde pour porter la France au plus haut niveau. Non contente d'être une athlète hors pair, elle a suivi de prestigieuses études avant de devenir une romancière à succès, puis comédienne. C'est le parcours hors pair d'une femme hors du commun qui a su transformer l'adversité. Elle, c'est Aya Cissoko, une femme aux talents multiples. Bonjour Aya. Bonjour Rokhaya. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Très heureuse de t'avoir dans ce fauteuil, dans ce canapé. Alors je te propose pour commencer de présenter à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices, ta vie en 5 dates. C'est tout de suite. Alors Aya Cissoko, tu es née à Paris, tu as grandi dans le 20e arrondissement, du côté du Père-Lachaise, rue de Tlemcen plus exactement. Quel souvenir tu gardes de cette époque ? Alors c'était une période très heureuse. Les jeux d'enfants dans la rue, avec d'autres enfants du quartier. Enfin, moi, j'aime à dire qu'on a grandi un peu à la Tom Sawyer, c'est-à-dire que voilà, tous les enfants se rassemblaient, on allait visiter les terrains vagues, les immeubles avoisinants avec un bâton à la main. Voilà, c'était une enfance légère, soyeuse, avec rien. Parce que nos parents étaient très pauvres et pourtant on manquait absolument de rien. Alors la première date que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est une date extrêmement triste dans ta vie. C'est le 27 novembre 1986. Tu as 8 ans, c'est un tournant dans ta vie. Ton père et ta sœur trouvent la mort dans un incendie criminel qui a frappé ton immeuble. Et 11 mois plus tard, c'est ton frère qui meurt en 1987 d'une méningite. C'est quelque chose qui t'a structuré vraiment dans ta vie? J'ai coutume de dire que finalement c'est un commencement. C'est le point de rupture mais aussi le commencement d'une nouvelle vie pour ma mère et moi, puisque ma mère se retrouve propulsée chef de famille alors qu'elle n'a pas été élevée pour ça. Et donc cette femme finalement va se révéler. Elle va prendre son nouveau rôle à bras-le-corps. Et essayer de nous offrir tout ce qu'il nous faut pour grandir de la manière la plus apaisée, mon frère et moi. Et toi, tu te réfugies dans la boxe. Tu l'utilises pour expulser ta douleur. Tu dis, il n'y a pas de plaisir dans ton livre, il n'y a pas de plaisir dans la boxe. J'ai appris à remplacer une douleur trop vive par une autre que j'ai appris à maîtriser. Et donc, tu commences la compétition à l'âge de 9 ans et à 11 ans, tu es déjà championne de France de boxe française. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic et comment tu fais ce chemin si rapidement? D'abord, j'ai rencontré la boxe par hasard. C'est-à-dire que ma mère, qui commençait un travail de nuit, voulait savoir où se trouvent ses enfants quand elle est absente. Et donc, elle va prendre ses renseignements avec son français qui est très approximatif auprès du professeur de gym de l'école primaire que l'on fréquente. Et donc, ce dernier va commencer à lui faire l'article et donc va lui dire, écoutez, il y a du tir à l'arc, du judo, du volleyball et de la boxe. Et donc, ma mère va lui dire tout sauf la boxe et je ne sais pas pourquoi, du haut de mes 8 ans, je dis si, moi je veux la boxe. Et comme dans notre famille, généralement, on ne règle pas les affaires en public, elle ne dit rien sur le moment. Ouais. Elle essaie de me convaincre dans le huis clos du foyer, mais je tiens bon et elle me soutient. Et voilà, je vais à la fois aimer et détester ce sport. Aimer, en tout cas, en faire quelque chose d'extrêmement brillant, puisqu'en 1999, donc 10 ans après tes premières compétitions, tu deviens championne du monde de boxe française amateur. En 10 ans, tu t'es investi corps et âme dans ce sport qui incarne à la fois la douleur et le dépassement de toi. Comment tu as traversé cette décennie? Cette décennie, j'ai envie de dire, alors c'est étrange ce que je vais dire parce que je me laissais porter. Je pense que tous les enfants ont besoin justement d'être nourris narcissiquement. C'est-à-dire que voilà, j'étais bonne dans un domaine, j'étais bonne en tant que sportive et on me le disait et donc ça fait du bien. Ça t'encourageait. Voilà. Et surtout quand dans la maison ça se passe pas bien parce que les drames s'enchaînent et qu'on ne verbalise pas justement nos douleurs. Et donc voilà, la boxe finalement ça devient le terrain, enfin en tout cas un espace où je maîtrise le moindre des éléments. Et puis voilà, je suis douée, alors donc voilà, je fais parce qu'il faut faire.
Tu fais tout de même une pause de 2 ans pour poursuivre tes études d'un BTS en compta-gestion, donc tu pourras quand même assurer tes arrières. Oui. Tu deviens en 2003 championne du monde de boxe française grâce à une technique assez remarquable. Et l'autre date que je te propose, c'est la date 2006, qui est vraiment une date de double rupture pour toi, puisque tu as commencé, alors tu étais championne de boxe française, tu t'es dit, bon allez, ça va, je suis la meilleure. Donc tu te mets à la boxe anglaise et en 1 an, en fait, donc tu commences en 2005, en 2006, tu deviens championne de France, de l'Union européenne, d'Europe et championne du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un tour de force incroyable. C'est clair que c'est quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire que... Tu es la première en fait à faire le grand chelem en 1 an. Exactement, je suis la première, c'est-à-dire jamais une boxeuse qui vient tout juste d'arriver sur le circuit réussit à faire un grand chelem. Mais bon, voilà, je me pose pas de questions. Quand je monte sur le ring, c'est pour gagner et donc ça marche. Tant mieux, mais bon, comme tu le disais il y a un instant, voilà, il y a les victoires, mais il y a aussi en bout de course cette blessure qui va mettre un terme à ma carrière. Donc effectivement, ta victoire est ternie, puisque pendant le combat, tu es gravement blessée, tu as une cervicale qui est brisée, donc tu reçois un coup de coude très très fort, ce qui ne t'empêche pas en fait de poursuivre le combat, mais tu ressors dans un état absolument dramatique, tu es hémiplégique. Alors en fait, je suis effectivement blessée au 2e round, donc je finis tout de même le combat, je suis sacrée championne du monde. Malgré la douleur. Hein. Malgré la douleur. C'est vrai que les sportifs, on est habitués à travailler dans la douleur, donc c'est quelque chose finalement qui m'était familier. Et puis on sait que c'est une finale de championnat du monde, il faut y aller jusqu'au bout et puis il faut remporter le titre. Donc voilà, je prends sur moi, je finis le combat, donc le corps refroidit, donc je sens que la douleur est juste atroce. Donc je fais tout de même le voyage New Delhi-Paris, malgré la blessure. Donc par contre, je vais subir des complications post-opératoires. Donc c'est suite à l'opération que, au réveil, je suis paralysée de tout le côté droit. Et donc tu dois complètement réapprendre à marcher et à te servir de ton bras droit. Exactement, il faut tout réapprendre. Et là aussi, je me dis que j'ai aussi eu la chance d'avoir cette maman qui, pendant tout le parcours de guérison, était à mes côtés. Et aussi d'avoir eu justement ce passé de sportif parce que, voilà... La résilience, d'une certaine manière. La résilience, mais c'est surtout aussi travailler. En fait, on n'a pas peur de travailler. C'est-à-dire que quand vous avez des séances de rééducation d'1 heure, vous en faites 3 fois, 4 fois plus. Donc voilà, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée dans le processus de guérison. Et donc tu te relèves, tu t'es remise et tu décides de reprendre tes études et tu rentres à Sciences Po. Donc comment tu te retrouves dans cet établissement prestigieux? Alors là, c'est vraiment, là aussi, moi je dis beaucoup, c'est vrai que ma mère avait l'habitude d'utiliser ce proverbe, en tout cas sa grand-mère le lui disait, donc j'espère que Dieu mettra des gens bien sur ta route. C'est aussi quelque chose qu'elle nous disait souvent, mon frère et moi, et c'est vrai que j'ai la chance, dans mon parcours, d'avoir rencontré le pire, mais aussi le meilleur. Et donc, il y a Sciences Po qui, depuis 1 an, a ouvert ses portes aux sportifs de haut niveau. Et j'ai la chance de pouvoir intégrer justement l'établissement comme ça. Donc, bien sûr, il y a un complexe de légitimité. On se dit, est-ce que je vais être capable? Donc, j'hésite avant d'y aller. Alors que tu es sollicitée. Alors que je suis sollicitée, mais... Je veux dire, d'où je viens, Sciences Po, c'est quelque chose de totalement inaccessible. On voit ça dans les reportages à la télé. Et puis le profil, justement, des élèves qui fréquentent l'établissement ne ressemble absolument pas au mien. J'ai déjà 28 ans. Je me dis, est-ce que je suis prête à retourner sur les bancs de l'école? Et finalement, j'y vais. Je me dis, voilà, j'ai toujours ce mental de compétitrice en me disant, allez. Allons-y. On relève le défi, je fais bien d'y aller. J'ai fait des rencontres extraordinaires et d'ailleurs j'aimerais rendre hommage justement à tous ces professeurs qui se sont investis pleinement pour porter ce programme, dont une en particulier qui est Emmanuelle Hussement-Perrin, qui m'a pris sous son aile, qui a cru en moi dès le départ, qui m'a fait travailler, qui m'a même invitée chez elle pour m'accompagner dans ce processus d'apprentissage. Et je vais sortir transformée justement de mon passage dans l'école. Et transformée au point qu'en 2011, ton premier roman, Dambé, coécrit avec Marie Desplechin, paraît.
Et donc Dambé, ça signifie la dignité en Bambara. malankais, en bambara. Donc c'est une langue qui est parlée au Mali, dont tes parents sont originaires. Et pour ce prix, tu obtiens le grand prix de l'héroïne de Madame Figaro. C'est un récit autobiographique. Comment ce chemin entre alors le sport, Sciences Po et tout d'un coup le roman, l'autofiction, se dessine? Ben là encore, c'est une rencontre. Voilà, j'ai cette éditrice qui tout d'abord, hein, puisque le livre ne devait absolument pas ressembler à ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que cette éditrice est intéressée par le parcours d'une sportive. Comment une femme en vient à pratiquer un sport dit d'homme. Et finalement, très vite, moi je sais que ce ne sera pas ça. Parce que un sportif, en tout cas, qui fait le choix de la boxe, n'y vient absolument pas par hasard. Il faut vraiment que, enfin de mon point de vue, hein, que des raisons très très personnelles justifient justement le choix de ce sport. On ne se soumet pas à la douleur si on n'a pas des choses très profondes à exprimer. Et c'est ce que tu voulais raconter, donc c'est l'histoire de ton enfance, de ta famille, avec le prisme et la grille de lecture de tes origines culturelles. De mes origines culturelles et puis aussi de l'histoire de France, parce que la France, finalement, nie notre appartenance à cette histoire de France. Donc effectivement, c'est raconter ma trajectoire, celle de ma famille, mais avec cette perspective historique. Alors, ce roman a été adapté en fiction en 2014, qui est devenue donc une fiction qui s'appelle Dambé, la tête haute, pour Arte. Et donc ton rôle, le rôle est interprété de ton enfance à tes 28 ans. Il a été interprété par 3 comédiennes, Annabelle Langron, Assa Sylla et Medina Diarra. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver incarné sur petit écran? Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce que tu as reconnu les membres de ta famille ainsi interprétés? Alors, d'abord, je voudrais une fois de plus remercier et rendre hommage aux comédiennes parce que voilà, je les ai trouvées extraordinaires. Après, c'est violent de voir sa vie à l'écran. Je suis issue d'une famille où on ne parle pas. Et donc voilà, voir sa vie défiler comme ça avec ce qu'il y a eu d'heureux et de malheureux, voilà, c'est violent. Ouais, dans la dépossession. C'est même pas une question de dépossession, c'est que c'est juste violent. Et à côté de ça, avec le recul, je suis aussi très heureuse que ce film existe pour plusieurs raisons. D'une part parce que finalement la mémoire des miens continue à être transmise. Et puis surtout, pour moi, c'était aussi très important qu'à une heure de grande écoute, sur une chaîne du service public, on puisse voir à l'écran déjà une famille noire, qui sont les héros et héroïnes. Et puis ce sont des battants, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des rôles très positifs. Et c'est vraiment très important que des jeunes gens et jeunes filles puissent être soumis aussi à ce type de narration. Eh bien, c'est une carrière absolument riche que tu nous décris. Maintenant, l'heure de notre questionnaire Express. Waouh! Aya Sissoko, tu es romancière et tu maîtrises parfaitement l'art de boxer avec les mots. Bah oui, voilà, on saisit les références de notre génération. Ouh là, là tu es en train de me mettre la pression. Là. Ce questionnaire est donc tout désigné pour toi. Je te propose de répondre au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision des années 80, qui animait l'émission culte Apostrophe, où se bousculait l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire a été adapté lui-même de celui de Marcel Proust. Il a même traversé l'Atlantique et a permis à d'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro de s'y confronter. Ouais, alors, Aya, es-tu prête? Ok, vas-y, qu'on finisse. Je suis sûre que ça va très très bien se passer. Alors, quel est ton mot préféré? C'est horrible, mais j'ai tendance à, en ce moment en tout cas, à introduire mes phrases par étant donné. D'accord, ok. Mais en fait, ça m'insupporte. Non, mais parce que le problème, c'est que c'est placé de manière anarchique. Mais bon, je crois que c'est Avignon. Avignon. Parce qu'en Avignon, ils disent tous étant donné. Je savais pas. Étant donné. Mais je crois que c'est ça, mais le problème, c'est qu'il faut que ça vienne naturellement. Ouais, donc là, tu me demandes de réfléchir et c'est compliqué. Quel est le mot que tu détestes? Victimisation. À chaque fois que l'on émet des revendications légitimes, qu'on nous oppose, victimisation, ça m'insupporte. Quel est ton plat préféré, Aya? Le tchèp, j'adore le tchèp, mais le bon tchèp qu'on essore, hein, tu vois, où tu as l'huile qui te dégouline, voilà. Donc le tchèp, c'est du riz, donc au poisson, c'est celui au poisson que tu aimes bien ou pas spécialement? Peu importe. D'accord, toi c'est, voilà. Moi c'est le tchèp, tu peux le décliner avec du poulet, du poisson, voilà, j'adore le tchèp. Quel est le son ou le bruit que tu aimes?
Ça fait un peu cliché, mais j'adore entendre rire ma fille. Ah, non, c'est joli. Mm. On n'a pas encore vu ça. Quel est le son ou le bruit que tu détestes? Entendre Éric Zemmour à la télé. Et d'ailleurs, il m'a vraiment cassé les oreilles dernièrement. Ah, je pense qu'on est, on est beaucoup à fermer les écoutilles quand il Voilà, parle. exactement. Il faut l'ignorer. Quel est ton juron, ton gros mot, ton blasphème favori? Et tu ne réponds pas à Éric Zemmour. Putain que j'ai transformé en punaise. D'accord. Parce que j'ai une gamine. Voilà. Si on te demandait de sélectionner un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Une maman africaine comme ma mère. C'est une très Enfin, en belle tout cas, image. une maman malienne comme ma mère, puisque l'Afrique est, voilà, est un énorme, gigantesque continent. Mais bon, voilà, en tout cas, oui, un profil qui sort des sentiers battus. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Peu importe, je veux dire, de toute façon, à partir du moment où les gens, justement, triment et voilà, essaient de s'en sortir, voilà, il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a pas de saut métier, je m'en fous, quoi. On se bagarre. Voilà, tout le monde se bagarre, tout le monde essaie de faire au mieux, donc voilà, j'ai pas de jugement à porter sur un quelconque métier. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aurais aimé être réincarné? Alors, je vais pas dire panthère parce que c'est cliché, mais je sais pas, ouais, peut-être un chat, en tout cas. Donc ouais, un félin, de toutes les façons, ouais, c'est ce qui... exactement. On est dans cette idée-là. Exactement. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Allez, je t'emmène voir les tiens. C'est beau. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Aya. C'était un plaisir de te recevoir. BET Talk, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle personnalité. Et je vous laisse d'ici là avec le meilleur de la culture afro-américaine sur BET.